Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire avec Yvidor. Bonjour Yvi. Bonjour, bonjour Amélie, bonjour Donc, Sophie. bonjour Yvi. Bonjour. Ce webinaire est consacré au nouveau livre d'Yvi qui sort demain en librairie et qui s'appelle Belle-mère, beau-père, trouver sa place. Il sera disponible dès demain en librairie et vous pouvez d'ores et déjà le précommander ce soir sur notre site internet esf-scienceshumaines.fr. Donc, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Nous allons échanger avec Yvi, mais surtout, n'hésitez pas à poser vous des questions dans le chat si vous voulez, si vous avez des interrogations. On prendra le temps de faire des petites pauses pour y répondre pendant le webinaire. Si vous voulez aussi donc nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre nos actualités, revoir le replay ensuite du webinaire, n'hésitez pas à nous suivre. On est présent sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram et sur YouTube aussi. Je vais commencer par laisser la parole à Sophie Couraud, qui est directrice des éditions ESF Sciences Humaines et qui va vous présenter la maison et aussi le livre Evie. Sophie, je te laisse la parole pour commencer. Merci Herminie. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire avec Yvidor, qui est psychologue clinicienne à Bordeaux. Yvi, mais comme vous le savez, certainement a de nombreuses casquettes. Elle est docteure en psychologie, elle enseigne à l'université en plus de son activité à son cabinet. Elle donne de nombreuses conférences et formations en France et dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine. Et quand elle en a le temps, Yvi est aussi l'autrice de plusieurs ouvrages dans la collection Art de la psychothérapie chez ESF Sciences Humaines, collection qu'elle dirige d'ailleurs. Ces ouvrages s'adressaient jusqu'à celui-ci dont nous parlons aujourd'hui, à ses pairs, aux thérapeutes comme elle. Mais je lui ai demandé, et elle en a tout de suite été d'accord, que cet ouvrage s'adresse au plus grand nombre. En effet, la belle parentalité, entre guillemets, c'est-à-dire la relation entre un adulte et une nouvelle famille, celle de son conjoint ou de sa conjointe, s'adresse à nous toutes et à nous tous. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, on compte en France plus de 700 000 familles recomposées, c'est-à-dire près de 10% des familles d'aujourd'hui. Autant dire que le sujet de la place du ou des beaux-parents est un sujet qui concerne de nombreuses familles aujourd'hui. On le sait bien, être parent est loin d'être toujours une mission facile, mais celle d'être un beau-parent, que ce soit une belle-mère ou un beau-père, ne l'est pas plus, loin de là. Et il est question dans ce livre d'Ivy d'acceptation de l'autre dans son entièreté et dans ses différences. Ce livre sensible, aux témoignages parfois poignants, aborde tous les aspects du beau-parent, celui de se faire accepter par la famille de son compagnon ou de sa compagne, et celui de trouver sa place auprès du ou des enfants de son conjoint dans le cadre des familles recomposées. Autant dire que nous sommes ou serons toutes et tous, ou presque, voués à être un jour ou l'autre au cours de notre vie, un beau-père ou une belle-mère, et parfois dans les deux acceptions du terme. Et Ivy nous invite à ne pas avoir peur d'endosser ce rôle, ne pas craindre ces nouvelles familles, mais au contraire à accepter ces nouvelles relations comme une véritable richesse. Et vous l'aurez compris, ce livre saura tous nous toucher, car il est question de trouver tout simplement, je ne sais pas si c'est si simple d'ailleurs, on va y revenir, sa place dans nos relations familiales. Merci Yvi pour ce très beau livre et je laisse maintenant la place à Yvi et à Herminie qui va animer cet échange. Je vous souhaite un très bon moment toutes et tous ensemble aux côtés d'Yvidor. Bonne soirée. Merci Sophie pour cette présentation, c'est très joli. Merci. Merci beaucoup, Sophie. J'ai vu dans le chat que certaines personnes avaient du mal à entendre, donc si jamais vous entendez mal, je vous conseille de notre côté, ça fonctionne bien. Je vois que certaines autres personnes aussi, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à quitter et à revenir immédiatement dans la salle. C'est peut-être un souci de connexion Internet. Ou Voilà. peut-être que mon micro n'était pas assez fort, peut-être que vous m'entendez mieux comme ça.
De mon côté, tout est bien et oui, c'est bon. On nous dit parfait maintenant. Très bien. Donc, Parfait. on va pouvoir commencer, Evie. Ma première question, déjà, pourquoi avoir écrit et avoir choisi ce sujet? Alors, ça fait un moment hein, que ce sujet m'interpelle parce que je suis thérapeute de famille et de couple, je suis aussi thérapeute individuelle la place des beaux-parents, de la belle-mère, du beau-père, elle est très présente dans la clinique. Donc, j'entends des récits de ces relations, que ce soit, comme disait Sophie, dans la relation avec sa belle famille, les parents du conjoint, c'est-à-dire l'accueil, les présentations, l'arrivée d'une nouvelle personne dans la famille, que ce soit à ce niveau-là, par exemple dans les thérapies de couple ou dans les thérapies individuelles. Et puis, dans l'autre sens du terme, beaux-parents, belle-mère, beau-père, qui sont les parents. Les beaux-parents qui sont les conjoints du parent en cas de séparation, en cas où les parents n'élèvent pas en même temps, dans un même couple, les enfants, mais élèvent les enfants dans un contexte de famille recomposée quand il y a une séparation, un divorce. Et donc la question de comment on gère cette relation avec un beau-père ou une belle-mère, comment on fait avec l'enfant du conjoint, comment le conjoint fait avec mon enfant, je trouve que c'est un sujet vraiment très présent dans la clinique. Et donc j'ai eu envie d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet qui fait dans certaines situations beaucoup de bien. La rencontre avec cette autre personne qui ne fait pas partie de la famille amène vraiment un baume de joie, de tendresse et de sécurité. Et dans d'autres situations, dans d'autres contextes, c'est vraiment une rencontre douloureuse, difficile, qui met tout le monde à mal et quelquefois qui met définitivement à mal un couple. Et donc, je trouvais que c'était un sujet de haute importance. Et on était bien d'accord, effectivement. Les principaux défis que rencontrent les familles recomposées, quels sont-ils selon vous? Alors, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux les défis. Les défis sont déjà ceux de la rencontre. Comment rencontrer et comment apprécier, parce que je ne vais pas trop utiliser aimer l'enfant de l'autre. Je trouve que c'est difficile, c'est vraiment complexe cette idée de dire je vais aimer l'enfant de l'autre, mais respecter, apprécier, euh, ou bien voilà le conjoint de son enfant. C'est l'idée du respect mutuel et de l'appréciation mutuelle. Je trouve que les difficultés, elles sont nombreuses, elles sont des difficultés quelquefois qui sont pas là, même qui sont déjà là, pardon, qui sont déjà là avant qu'on arrive en fait, avant qu'on arrive en tant que beau-père ou belle-mère, avant qu'on arrive comme gendre ou belle-fille, parce que c'est déjà à voir avec la relation que les personnes établissent entre la famille originelle, c'est-à-dire la famille d'origine du conjoint, mais aussi dans le cas de séparation et de familles recomposées, dans la relation du couple d'avant. Les causes de la séparation, le temps que cette séparation a pris. Enfin, tout ça sont des éléments qui peuvent vraiment mettre à mal ces relations-là. Mais peut-être que on va commencer par se concentrer sur la relation dans les familles recomposées, entre beau-père, belle-mère et beaux-enfants, dans cet axe-là. Et peut-être plus tard, on en parlera de la relation avec les parents du conjoint, les Mmh. autres beaux-parents. Parce que ça, c'est très intéressant, hein. Je fais une petite parenthèse, Herminie et Sophie, Ouais. c'est que en français, la langue française qui est une langue riche de spécificité, de justesse de mots, etc., utilise le terme beau-parent, belle-mère, beau-père pour désigner ces deux niveaux de relation. Je ne connais pas une autre langue qui fasse ça. C'est une spécificité bien française et qui effectivement, même dans le langage courant, peut souvent porter à confusion, c'est vrai. Exactement. Et donc, c'était aussi l'intérêt et l'originalité du livre, c'est-à-dire que
on va parler de beau-père, belle-mère dans ces deux axes. Oui, c'est important de le préciser. Et pourquoi souvent, et en plus tout le monde pratiquement en a eu l'expérience, comme le disait Sophie dans son introduction, on est tous touchés par le sujet à un moment ou un autre dans notre vie. Mais qu'est-ce qui fait que les relations entre les enfants et les beaux-parents sont souvent si complexes? Mais je trouve que c'est bien que tu utilises le mot complexe parce que c'est souvent on pourrait confondre complexe et compliqué. Je pense que ça devient compliqué quand on perd de vue la complexité et quand on a l'impression que ça devrait être très facile parce que j'aime mon conjoint et puis on a envie de vivre notre vie d'amoureux et puis pourquoi cet enfant est en difficulté, pourquoi cet enfant ne, ne rentre pas dans la logique dans laquelle on voudrait qu'il rentre, cette famille nouvelle, cette relation nouvelle, on est dans notre bulle amoureuse et quelquefois, je trouve qu'on perd de vue la complexité de la chose, par exemple en termes de temporalité. Ce couple est amoureux, ce couple est ensemble, mais l'enfant, il arrive là, il découvre une personne nouvelle, il n'est pas attaché affectivement, émotionnellement à cette personne. Et puis, là, on lui dit, faut que tu t'entendes bien avec ton beau-père ou ta belle-mère parce que maintenant, on va vivre ensemble ou parce que maintenant, ça va être avec cette personne qui je vais vivre ma vie quand on ne vit pas dans la même maison. Et ça demande du temps. Et ce que j'observe très souvent, c'est que quelquefois, il y a un décalage entre le besoin de temps de l'enfant et l'empressement des parents parce que parce qu'ils vivent cette relation qui est importante pour eux, qui vient aussi quelquefois, entre guillemets, dans certaines situations, réparer la blessure amoureuse de la fin du couple précédent. Là aussi, l'enfant est engagé avec son autre parent en fonction de l'état de l'autre parent. C'est difficile de s'attacher à un beau-père et une belle-mère qui viendraient faire peut-être renforcer le fait que le couple d'avant n'existe plus, renforcer le fait que la famille d'avant telle qu'elle était n'existe plus. Et puis, il y a aussi le fait que les parents eux-mêmes, quelle place ils peuvent accorder à cette nouvelle personne. Et ça, c'est pas si simple que ça. Parce que quelquefois, on donne la place sur le plan intellectuel. On dit, bien sûr, tu as ta place, évidemment. Mais ça implique tellement de changements que ça veut dire qu'il y a un autre qui rentre dans la relation. Ça veut dire qu'il faut changer un peu la nature de la relation avec son enfant. Et ça, c'est très difficile. Et donc, je trouve que intellectuellement, on pourrait dire tu as ta place, il faut que tu prennes ta place, mais émotionnellement, affectivement, on a du mal à passer cette place ou le relais ou créer une place. Donc, ça demande vraiment l'analyse du contexte. Et ça, quelquefois, on, on ne fait pas trop, je trouve. Ou pour dire avec plein de guillemets, où on a un peu la flemme de faire cette analyse du contexte, de dire oui, tous ces paramètres, ok, je sais, mais quand même, c'est légitime de vivre ma vie amoureuse, de ne pas m'empêcher, puisque avec, voilà, avec peut-être tout ce que j'ai souffert ou peut-être l'envie que j'ai d'avancer. Et donc, quelquefois, c'est l'analyse de ce contexte et la lecture, elle est un peu mise de côté, je trouve. Et au regard de ça, comment les parents, ils peuvent, justement aider leurs enfants à accepter un nouveau beau-parent, un nouveau conjoint? Qu'est-ce que les parents, ils peuvent faire de leur côté pour faciliter les choses? Alors, je pense qu'il y a les parents, c'est sûr, et je pense aussi qu'il y a le nouveau conjoint, enfin, le beau-parent. Mmh. Alors, si on commence par les parents, moi, je crois que les parents, ils doivent un peu respecter cette temporalité de l'enfant, s'interroger sur cette temporalité-là, dire est-ce que mon enfant... Pardon, j'allais éternuer. Ceux qui me connaissent savent que c'est tout le temps. J'éternue tout le temps. C'est la saison en plus. Donc, est-ce que je suis attentif à ce qui se passe là pour mon enfant? Est-ce que c'est OK pour cette nouvelle rencontre? Comment
comment je vais en tant que parent, mais pas celui qui fait couple avec le beau-parent. Comment je vais autoriser mon enfant à être en lien avec cette nouvelle personne? Comment je vais accepter ça? Combien de fois j'ai pu entendre, je ne supporte pas l'idée que cette personne passe du temps avec mon enfant. Je ne supporte pas l'idée, dans certains cas, que cette personne passe plus de temps avec mon enfant que moi-même. Je ne supporte pas l'idée que cette personne élève mon enfant. Donc, il y a aussi l'autorisation du parent. C'est comment je autorise mon enfant à se lier à un autre adulte qui va devenir un adulte significatif, qui va devenir un adulte important pour lui. Et puis, il y a les beaux-parents, c'est-à-dire belle-mère, beau-père, comment ils arrivent. Quelquefois, là aussi, je trouve qu'il y a un empressement sur la question des règles, de l'ordre, de maintenant tu dois faire comme ci, maintenant tu dois faire comme ça. Quand on sait que l'autorité d'aujourd'hui, c'est pas comme l'autorité traditionnelle. L'autorité d'aujourd'hui, elle est basée sur la confiance, sur le lien, sur l'adhésion, sur le dialogue. Donc, c'est difficile d'arriver et au bout d'un mois, dire, bon, maintenant tu ranges ta chambre, maintenant tu manges des carottes, maintenant tu te douches comme si, tu utilises moins d'eau. Maintenant, je pense à un jeune qui disait, mais depuis que ma mère est avec cet homme, on mange plus les mêmes yaourts. Et là, c'est très intéressant cette idée, mais c'est pas que le pot de yaourt qui compte, c'est tout ce qui change. Et il dit, voilà, ça change, même ça change. Et c'est quelquefois insupportable, tous ces changements. C'est comme pour les enfants, c'est un peu comme en volte-face. La façon qu'on avait de faire ensemble n'est plus la bonne. Il y a une autre façon qui est meilleure, de laquelle finalement tu es un peu exclu. Et ça, c'est pas évident, je trouve. Ah. Donc, quoi faire? Peut-être, moi j'ai dit souvent, les beaux-parents doivent être au seuil de la porte. C'est pas méchant de dire ça, hein. C'est au seuil de la porte dans le sens où il faut attendre quand même d'avoir l'autorisation d'être invité à rentrer dans cette relation avec l'enfant de l'autre, avec l'enfant du conjoint. Et ça demande de la délicatesse, de la patience et aussi de la sécurité. Ouais. Faire confiance en soi et de la sécurité, ne pas se sentir tout de suite rejeté. Parce que c'est pas forcément le cas, c'est de la résistance. C'est pas Mm. forcément du rejet, même si ça peut prendre allure de rejet, mais c'est plus de la résistance que du rejet, au début en tout cas. Et vous, dans le livre, tu parles, tu évoques le concept de belle maternité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? C'est un néologisme, hein. C'est un terme inventé parce que ben, on parle de maternité, mais il y a plein de belles-mères et de beaux-pères qui jouent un rôle très important à faire grandir un enfant, à lui donner confiance et le rassurer et devenir pour lui une personne ressource, qui n'est pas la même chose que de vouloir prendre place, de substituer ou de remplacer les parents. Ça se fera pas. Mais je crois que c'est la place la plus jolie, c'est cette place de la belle parentalité, donc de la belle maternité, de la belle paternité, où on se dit, je prends cette place d'adulte ressource d'un enfant et, euh, et je trouve ma place et je trouve sa place dans ma vie, qui est aussi une place unique, qui est aussi une place qui est positive et irremplaçable en fait. Donc la belle maternité ou la belle paternité est pour moi de réussir à trouver, à tisser ce lien unique entre son beau-père et son beau-fils ou belle-fille, enfin entre ces deux protagonistes-là. Et ça se construit, ça se noue parce qu'on doit apprendre avec l'autre. Ben, on dit on n'est pas parent, on ne naît pas parent, on le devient. Ben, on peut dire la même chose pour les beaux-parents. Mm. On ne, on ne naît pas beaux-parents, on le devient et on le devient à force
à force d'une sorte de travail quand même. Hein. Et il y a à travailler cette relation. Donc, la belle maternité ou la belle parentalité, elle peut être belle, vraiment, ou elle peut être un peu vilaine. La belle parentalité d'une manière générale. Hein, c'est pas le beau-père ou la belle-mère, je parle de la relation. La relation, elle peut être belle ou elle peut être destructrice comme toute relation. Donc, c'est vrai que ça demande de prendre soin. Et c'est vrai qu'on a souvent un peu le cliché de la marâtre, des mauvaises relations avec ses propres belles-mères, beaux-pères. Mais en fait, dans une relation entre beaux-parents et beaux-enfants, il y a aussi pour beaucoup de gens, ça se passe très bien. Quels sont les signes justement pour voir, parce que j'imagine que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça se passe vraiment bien ou pas? Les signes qui montrent qu'en fait la relation, elle se passe bien et elle est saine. Ben, il y en a plein. Hein. Il y en a plein parce qu'il y a beaucoup de situations. Et dans ce livre aussi, je voulais aborder ça, c'est-à-dire je voulais aborder les situations cliniques que je rencontre de manière les plus peut-être flagrantes ou les plus présentes dans la clinique de ce que les gens amènent, mais aussi ce qui m'a le plus marqué dans certaines situations. Euh, et euh, et je rencontre des situations où c'est vraiment très fort dans le sens positif du terme. Et ce qu'on va noter, c'est comment l'enfant s'adresse spontanément à son beau-père ou à sa belle-mère, comment l'enfant, en cas de problème à l'extérieur de la famille, va pouvoir en parler quelquefois d'abord à son beau-père et à sa belle-mère, comment quelquefois d'ailleurs l'enfant va dire à l'extérieur pour simplifier les choses mes parents. Ça ne veut pas dire qu'il se trompe sur ça. Ça ne veut pas dire mais ça veut dire qu'il accepte que ça soit considéré comme sa famille et qu'il ne veut pas rentrer dans les détails des explications. Ça veut dire que les enfants ne se trompent pas sur euh, mon beau-père n'est pas mon père ou ma belle-mère n'est pas ma mère. Quand ils sont au courant de l'histoire, évidemment, quand ce n'est pas un secret, quand ils disent mes parents, quand ils disent ma famille, je pars avec mes parents en vacances, j'entends beaucoup des adolescents dire ça. Je pars avec mes parents en vacances. Euh, c'est pour la simplification, c'est pour la facilitation, c'est pas une erreur d'adressage, on va dire. Mais ça, je trouve que c'est un facteur. Je trouve que c'est aussi un facteur quand quelquefois l'enfant devenu adulte ou même l'enfant adolescent, etc., le beau-parent veut l'adopter et il souhaite être adopté. Là, c'est quand même un signe très important. Mais l'idée principale pour moi, c'est en cas de souci, est-ce que je peux m'adresser à mon beau-père et à ma belle-mère? Et ça vient confirmer quelque chose qui est lié à l'attachement sécure, c'est-à-dire que quand on est en difficulté, on va vers les personnes qui peuvent nous aider, les personnes qui sont des personnes considérées comme des personnes sûres pour nous. Donc, on ne va pas aller voir son beau-père ou sa belle-mère comme on ne va pas aller voir son père et sa mère sur forcément tous les sujets, mais sur certains sujets, est-ce que je peux me sentir en sécurité pour m'adresser à cette personne? Et puis, voilà, est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on a un peu de complicité? Est-ce qu'on peut rire ensemble? Est-ce qu'on peut être ridicule ensemble? Est-ce qu'on peut un peu se moquer mutuellement ensemble? Ça aussi fait partie d'une ambiance décontractée, une ambiance positive. On peut faire On une a petite pause? Oui, vas-y, Pardon, Sophie. on a pas mal de questions à la suite de tous ces sujets qui sont évidemment riches et qui résonnent chez chacun d'entre nous. La première question euh, va nous faire revenir à quand tu disais que tu aimes bien utiliser l'expression du beau-parent au seuil de la porte quand il y a des dissensions dans l'éducation des enfants et donc c'est une question qui nous est
poser. Quelle est la place légitime des valeurs éducatives d'un beau-parent face aux pratiques éducatives du parent? Et non que dans l'exemple, c'est sont posés un enfant qui est couché systématiquement trop tard ou à qui on donne du sucré avant les repas, un enfant qui est l'objet qui est le centre d'intérêt de son parent pour toutes les activités. Quelle est la légitimité du beau-parent qui désapprouverait ce mode d'éducation? Parce que c'est un vrai sujet de vision éducative différente entre les deux adultes. C'est très compliqué. Ah oui. Alors, moi, je dois dire quand même que ça, c'est aussi vrai quelquefois pour des parents. Absolument. Des parents peuvent avoir des manières de méthodes éducatives ou de modèles éducatifs très différents. Peuvent, j'ai envie de dire, c'est la majorité des cas. Après, on s'accorde. On s'accorde pour faire un nous parental, etc. Dans le cas des beaux-parents, je trouve que c'est difficile de se manifester si on n'est pas invité, parce que c'est la légitimité, elle viendra de comment l'autre parent nous invite à intervenir. C'est-à-dire que la légitimité viendra du fait que le parent de l'enfant ou les parents de l'enfant estiment que votre place, elle peut être constructive, que vous pouvez être un aidant dans ces situations-là. Donc, oui, je trouve que si ce n'est pas le cas, ça va générer plus de conflits dans le couple que de vraiment un ajustement positif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien et qu'on va juste supporter ça, mais on peut dire une fois ce qu'on pense, comment on pense que c'est utile, mais revenir à chaque fois que le conjoint donne du sucre à son enfant avant le repas, alors qu'on l'a déjà dit que c'est pas une bonne idée, ça ne va pas vraiment aider à faire changer les choses. Au contraire, ce que j'observe, c'est que quelquefois, quand il y a des différences éducatives comme ça et que les adultes n'arrivent pas à s'accorder, ça crée des espèces de bulles entre le clan A et le clan B, c'est-à-dire moi et mes enfants et toi et tes enfants, et ça génère des tensions de clan. Et donc, ça empêche l'enfant d'aller vers l'adulte de l'autre clan. Je fais exprès d'utiliser ce terme parce que je trouve que ça s'organise quelquefois de manière un peu clanique quand même. Une autre question, là sur un sujet un peu différent, c'est quelle est la différence des beaux-parents entre le beau-parent qui a lui-même des enfants et celui qui n'en aura pas? Ah bah oui, alors c'est encore, ce sont des configurations différentes, hein. C'est-à-dire que euh, c'est lui qui a des enfants, ça dépend de si ses enfants sont déjà grands ou si on est dans la même famille. Par exemple, je pense à une famille où il y a madame a deux enfants, monsieur est en couple hétérosexuel, monsieur a deux enfants, ils se mettent ensemble et ils ont un enfant ensemble. Donc, il y a donc dans cette famille 5 enfants. C'est pas tout à fait la même chose que si on parle d'une famille où euh, madame arrive, elle n'a pas d'enfant et monsieur, il a 2 enfants. Il y a là aussi quelque chose sur la légitimité. Qu'est-ce que tu peux en dire au sujet de mon éducation de mes enfants si toi-même, tu n'as pas d'enfant? Donc, vous voyez, comme ça dépend de la place qui va être accordée au conjoint, la confiance que le conjoint va être accordée à cette femme ou à cet homme qui, certes, n'a pas l'expérience d'avoir des enfants à soi, biologiques, mais qui peut être quand même quelqu'un qui a un regard sur ce qui est l'éducation, qui a un regard sur ce qu'elle pense être positif, ou ce qu'il pense être positif pour un enfant. Donc, tout ça va dépendre de la relation entre les adultes. Et souvent, les enfants sont un peu l'otage de ce conflit entre les adultes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quelle place on peut s'accorder. Et bien entendu, cette place, elle évolue avec le temps. C'est pas toujours la même place. L'épaisseur de la relation, c'est-à-dire que le temps qu'on a
pour se connaître, la confiance qu'on s'accorde, les expériences qu'on partage, ce qu'on a pu vivre ensemble, va faire évoluer la relation. Mais c'est très, très différent parce que être parents ensemble d'un enfant et être donc l'un et l'autre beaux-parents des enfants de l'autre, ça crée aussi une autre configuration. Et on voit bien qu'on ne va pas être ensemble dans la même logique pour son enfant commun que dans la logique par rapport aux enfants de l'autre. Quelquefois, on est d'accord pour son enfant commun, mais on est en difficulté par rapport aux enfants de l'autre. Et puis, il y a les configurations, les situations où il n'y a pas d'enfant en commun. Il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui du coup, peut aussi vivre ça. D'ailleurs, je l'explique dans un autre livre, qui s'appelle Le couple est en lieu, qui vit ça comme euh, ben, un peu comme s'il était pas légitime ou dépossédé d'un rôle, d'une place, quand, par exemple, on fait couple avec quelqu'un qui a des enfants et qui ne veut pas en avoir d'autres. Donc, je serais juste dédiée à la place, ou juste, je serais seulement dédiée à la place de beau-père ou belle-mère parce qu'on n'aura pas d'enfants en commun. Donc, ça aussi, ça peut être même une blessure. Alors, justement, sur ce sujet, on a une autre question qui est un beau-parent, alors qu'il nous est décrit comme équilibré et sain, doit-il culpabiliser de ne pas avoir envie d'avoir un enfant dans sa vie, même si par ailleurs, il peut réellement aimer ou apprécier son bel enfant? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est un très, très bon thermomètre de se dire, moi, je je veux pas avoir d'enfant, mais je m'entends très bien avec mon beau enfant, mon bel enfant, et c'est pas, je me sens pas en difficulté avec ça, mais je n'ai pas besoin ou je ne ressens pas l'envie d'avoir un enfant. Moi, je trouve que c'est le propre des humains, c'est-à-dire que nous, on a une capacité réflexive, on peut exprimer nos envies, on n'est pas que dans une logique du cycle de vie biologique comme les animaux ou comme dans la biologie, ce qu'on a appris là, en SVT quand on était en sixième, c'est-à-dire on naît, on grandit, on arrive à l'âge adulte, on se reproduit, on commence le déclin vers la mort. Heureusement on n'a pas le choix sur comment arrêter le temps, mais on a quelques choix dans cette histoire-là qui sont les choix autour de la parentalité. C'est-à-dire que de, on peut se dire, je ne veux pas avoir des enfants. Malheureusement, quand on a des enfants, on n'arrive pas toujours à en avoir, des enfants biologiques. Ça arrive, l'infertilité est là pour le prouver, malheureusement. Mais le fait de dire, je ne souhaite pas avoir des enfants euh, et de prendre cette décision, ce n'est en aucun cas pour moi un signe de problème ou maladie ou c'est louche ou c'est étrange. Mais non. Et puis, vous avez l'expérience pour cette personne qui en parle. En plus, vous avez l'expérience de la belle parentalité. Donc, élever un enfant, être auprès d'un enfant, être personne ressource pour un enfant, c'est possible pour vous. Donc, ça peut être suffisamment riche pour ne pas avoir envie d'avoir des enfants biologiques. On a une question, mais à laquelle il va falloir répondre, je pense, plus rapidement que ce que n'aurait voulu la personne qui pose la question, qui fait une thèse sur la coparentalité conflictuelle et qui donc a une question qui porte sur les relations d'acrimonie en reflet avec le partenaire, parent ou non, avec qui il est en couple et quels sont les effets sur l'enfant. La question, c'est un beau-parent qui dénigre l'autre parent, peut-il créer une souffrance chez l'enfant ou plutôt une défense plus grande dans le processus d'acceptation de l'enfant? Ah oui, moi je dis oui avec. Donc si la réponse est il faut rapide, oui. Non, un peu Non, plus. mais je m'explique. Oui, bien sûr, parce que l'enfant, il vit quand même aussi, il a une loyauté
envers son parent. C'est-à-dire que si le beau-parent attaque, l'autre parent qui est son conjoint, parce que ça peut arriver, que le beau-parent attaque l'autre parent qui est son conjoint, ou que le beau-parent attaque l'autre parent de l'enfant qui est l'ex-conjoint de son compagnon ou de sa compagne actuelle, tout ça, ça met l'enfant en difficulté. Il faut qu'on se dise, moi, j'avance, et plus j'avance, plus je considère ça. Moi, je dis souvent, nous avons dans la vie 3 intouchables. Nos parents, nos enfants et la patrie. Alors, la patrie, pour moi, c'est pas l'État, hein. La patrie, c'est le pays avec lequel j'ai un attachement et j'ai mes racines, ou j'ai le sentiment d'avoir des racines, ou j'ai cette loyauté-là. Donc, ça veut dire que moi, je peux dire tout ce que je veux de mes parents, de mes enfants, de mon pays d'origine, mais si quelqu'un d'autre s'amuse à dire 1/10 de ce que je suis capable de dire, c'est insupportable pour moi. Donc, je peux dire, ma mère, elle est désagréable, elle fait ceci, fait cela, mais si quelqu'un dit ta mère, elle est pas sympa, ça me touche. Une autre question d'une personne qui a 3 beaux enfants avec lesquels elle a d'excellentes relations. Néanmoins, ces 2 belles filles la contredisent au quotidien sur des questions futiles. Et comment est-ce qu'elle peut gérer ça? Elle dit, j'en viens à me mettre en retrait pour éviter ces contradictions, certes futiles, mais qui viennent interrompre la fluidité du quotidien. Ouais, bah, je trouve que ça mérite de dire un peu ça, hein, ces choses-là, hein. Alors, pas sur le coup, parce que je pense qu'en termes de relation, il faut jamais battre le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est froid. Et dans un moment où les choses sont calmes, pas où on est agité par l'émotion, pas quand on est agité parce que ça nous blesse, ça nous fait mal, et on pourrait dire d'une manière un peu dure, mais oui, si les relations sont bonnes. La relation, c'est quand même quelque chose qui se construit, qui se tisse au fur et à mesure. Une relation, elle n'est jamais terminée. Donc, c'est vivant, le processus relationnel. Donc, ça vaut le coup de dire, tu vois, là, je trouve que c'est dur pour moi parce que ces contradictions, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire? Mais qu'est-ce que ça vient marquer? Parce que dans une situation comme ça, je pense qu'il faut analyser le contexte. Dans quel contexte ces, ces, ces contradictions elles, se passent? Dans quel contexte il faut résister, faut dire l'inverse de ma belle-mère. Qui est là? Qui est présent là? À qui je veux montrer qu'on n'est pas complètement en alliance? Enfin, voilà, je crois qu'il faut analyser un petit peu le contexte, et si vos relations sont bonnes, et même si elles sont difficiles, ça mérite quand même qu'on dise un mot sur ça. Mais bon, c'est difficile de vous dire, allez-y, faites ça, mais je, je pense que si on est dans l'idée que la relation se cultive et se construit, garder ça pour vous, c'est forcément quelque chose qui va vous attrister, qui va vous mettre en retrait, qui va vous faire du mal. Donc, si on se met en retrait, l'autre, il peut comprendre que, bah oui, elle est en retrait, et puis elle est en retrait, donc je me mets en retrait. Enfin, c'est-à-dire que chacun va réagir en fonction du comportement de l'autre, alors que si on déclare qu'est-ce qui se passe pour nous, si on ouvre le dialogue, c'est quelquefois plus facile à faire comprendre ce qui se passe et ce qu'on vit, et réajuster les choses. Et une dernière avant qu'on passe à l'autre définition ou l'autre statut du beau-parent, comment gérer l'adolescence des beaux enfants et l'émergence d'une opposition avec tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Est-ce que ça demande plus de préparation qu'avec ses propres enfants? Ouais, moi je pense. Moi, je pense que ça demande beaucoup plus de préparation qu'avec ses propres enfants. Même si l'adolescence, c'est difficile, voilà, c'est un processus de séparation, de distanciation. Comment on se sépare dans une famille, c'est toujours un truc compliqué, hein, c'est jamais
évident. Mais je pense qu'avec les enfants de l'autre, c'est plus difficile parce que déjà, on est un peu regardé de manière un peu louche. C'est-à-dire, on se méfie un peu des beaux-parents, de la belle-mère, du beau-père. On peut avoir l'impression que tout le monde regarde avec une loupe cette relation et le regard des autres peut nous influencer beaucoup sur est-ce que je suis un beau-parent gentil, sévère, facile, etc., ou dur, ou exigeant. Donc, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Bon, pour moi, je crois que ça, c'est une évidence. Mais la question, c'est, d'accord, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, mais tu comptes pour moi, tu es quand même important pour moi, ta vie me concerne, je suis concernée par toi. C'est à cet affect-là, je pense, qu'on doit faire appel. Mais cette phrase, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, je me dis, si elle arrive dans un truc conflictuel où on veut que l'autre range sa chambre, on veut que l'autre mange ses haricots verts, on veut que l'autre se douche en 5 minutes. Ce sont des exemples cliniques, hein, ce que je vous raconte là. Hein. C'est des choses que j'entends dans la clinique. Je veux que l'autre prenne une douche plus rapide, que je veux que l'autre... Euh, tout ça, enfin, ça veut dire qu'il faut aussi faire valoir ça par le parent. C'est aussi le parent qui doit défendre ces idées-là, si ce sont ses idées. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que souvent les beaux-parents peuvent tomber dans le piège d'être plus à cheval sur l'éducation de leurs beaux enfants que les parents eux-mêmes. Et donc, ça leur donnerait un peu une allure de hyper sévère ou trop sévère face à un parent beaucoup plus cool, beaucoup gentil, beaucoup plus sympa. Et ça, je trouve que c'est un piège qu'il faut éviter. Je Merci. compare, pardon, je compare quelquefois, et donc ça fera la transition, tiens. Cette relation, quelquefois, je compare avec la relation avec les beaux-parents, c'est-à-dire les grands-parents. Et les grands-parents, ce qui est beau et qui est sympa dans la relation entre les beaux-parents et les grands-parents et leurs petits-enfants, les grands-parents, ils disent très souvent ça, c'est qu'on n'a pas à éduquer. On n'a pas la charge d'éduquer. Et donc, peut-être que c'est dans certains contextes, le beau-parent se dit, je n'ai pas la charge d'éduquer, j'ai la charge de passer un bon moment, d'être une personne ressource pour cet enfant, qu'il se sente en confiance et en sécurité avec moi, et que cette confiance, cette sécurité puisse se déployer dans sa vie d'adolescent, d'adulte, de futur adulte, de futurs parents. Ça, c'est super. Mais peut-être qu'il faut voilà, profiter à certains moments du fait que on n'a pas l'obligation de l'éducation. Et ça ne veut pas dire on n'a pas à s'investir. C'est très différent pour moi. Merci, Lily. Ça fait effectivement une bonne transition, puisque comme on le disait, donc le livre, avec la spécificité de la langue française, où la belle parentalité vaut aussi pour les couples et les parents de son ou sa conjointe. Et donc ce livre donc, parle aussi de la belle famille. Quelle est l'influence justement de la belle famille sur le couple? Gigantesque, énorme, très très important. C'est très important. Et d'ailleurs, quelquefois, dans les thérapies de couple, je peux dire, ou dans les formations, je peux dire, si vous pensez que vous êtes seulement tous les deux dans votre chambre à coucher, vous vous trompez, il y a vos beaux-parents, vos grands-parents, etc. Parce que il y a une vraie influence sur comment faire couple, déjà, et il y a une vraie influence sur les choix de conjoint, et il y a aussi un, comment dire, un mot à dire. Hein. Enfin, les beaux-parents, ils ont leur mot à dire, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas ce mot, il laisse une trace, il laisse une marque, combien même euh, l'enfant dit, moi, je ne vais pas obéir mes parents, je fais ce que je veux, ce que je souhaite, mais rompre avec un conjoint, un partenaire
qui était aimé, apprécié de ses parents est aussi difficile par rapport à ses parents. On ne veut pas faire la peine à ses parents, c'est quand même dommage. Et assumer la relation avec un partenaire qui n'est pas apprécié des parents, c'est aussi très compliqué. Parce que ça veut dire qu'on les contrarie quand même. Et ça, c'est pas facile, c'est-à-dire assumer ce genre de choix à, contre l'avis des parents demande beaucoup d'énergie. Et donc l'influence, elle est très forte. Je le dis dans le livre, des nombreuses séparations, dans le cas de nombreuses séparations, les personnes affirment qu'une des raisons de la séparation ou la raison de la séparation, c'était la place du beau-parent dans la vie du couple. L'influence, le rôle joué, la présence, ou bien l'opposition, l'attaque, l'intrusion. Non, c'est un rôle très, très important, hein. Très important. Et donc souvent, le beau-fils ou la belle-fille est un étranger dans la famille, mais ça peut aussi s'ajouter au fait d'être juste étranger tout simplement, pas avec la même culture. Et vous mentionnez dans le livre que ça peut poser problème, ça, aux beaux-parents. Pourquoi particulièrement? Ah, mais je peux dire ça comme ça, dans le sens où quand je dis ça, je ne le dis pas méchamment, parce que je suis moi-même en couple mixte, culturellement mixte, je veux dire. Je pense que faire couple avec quelqu'un qui n'est pas de même origine que soi ou que sa famille, c'est quand même un sale coup, quoi. On fait un petit peu un sale coup à ses parents, c'est-à-dire qu'on envoie quand même un message qui est je ne veux pas faire un couple avec quelqu'un qui est un peu comme nous. Je vais chercher quelqu'un qui est d'ailleurs, quelqu'un qui est différent de nous. Et ça, c'est un peu difficile quelquefois pour les parents d'accepter. Et après, il y a toute la question de la filiation, c'est-à-dire avoir des enfants avec quelqu'un qui n'est pas de même culture interpelle la lignée, interpelle la transmission de langue, la transmission de couleur de peau quelquefois, mais la transmission de culture. Ça implique quelquefois de vivre dans un autre pays. Et vous voyez, là, ouais, c'est pas facile pour les parents quand bien même on ne parle pas de racisme, on peut parler de préjugés intériorisés, certes, mais en dehors de la question du racisme qui pourrait paraître plus simple, comme ça, ah oui, ils sont racistes, c'est pas si évident que ça soit du racisme. Ça peut être du préjugé intériorisé par rapport à l'autre et sa différence, mais ça peut être quelque chose lié à comment s'y prendre avec cette personne doublement étrangère, comme tu dis, c'est-à-dire étrangère parce qu'elle ne fait pas partie de notre famille, mais étrangère parce que je ne connais pas cette culture, je ne parle pas cette langue, et si mon enfant allait partait vivre dans un autre pays, donc ça, c'est un sale coup, entre guillemets, parce que ça crée une menace à l'ordre à l'ordre habituel, à l'ordre actuel, parce que de toutes les manières, c'est lui qui arrive. Il va avoir un regard sur le fonctionnement de la famille, c'est-à-dire le beau-fils, la belle-fille va dire bah, ah bon, vous faites comme ça? Ah ben tiens, dans ta famille, on parle pas, dans ma famille, on parle. Ah tiens, dans ta famille, on se dispute pas, dans ma famille, on se dispute. Ah tiens, dans ta famille, on passe toujours Noël ensemble. Ah tiens, dans ma famille, on le fait pas. Enfin, il y a toujours ces espèces d'aller-retour entre ce qui se passe dans ta famille et ce qui se passe dans ma famille. Quand la différence culturelle s'en mêle, c'est-à-dire qu'on ajoute à ça la différence culturelle, quelquefois le sentiment d'étrangeté, il est encore plus important. Et donc, oui, c'est pas toujours évident pour les beaux-parents de traverser ça. Et puis, c'est pas évident pour tout le monde, en fait, hein, pour le gendre et la belle-fille non plus. C'est pas évident de se sentir comme ça, quelquefois regardé avec méfiance. Et avant de repasser, si d'autres personnes ont des questions, on pourra terminer avec, j'en ai une petite dernière à te poser. Tu expliques que quelquefois, les beaux-parents ont du mal à accepter le nouveau conjoint en cas de séparation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, cette idée en détail? Bien sûr. Alors,
on va voir dans le livre, hein, je parle de plein de modalités relationnelles, parce que ça serait à l'infini, cette histoire des beaux-parents, hein. Si on devait décrire, chaque relation, elle est unique, elle est singulière, etc. Mais comme je disais, il y a des choses qui sont un peu significatives, un peu clés, qui reviennent souvent dans la clinique, que j'ai voulu aborder. Parmi ces choses-là, il y a cette idée de quand la belle famille adopte euh, le conjoint de leur enfant. Et ils peuvent dire, je n'ai pas perdu un fils, j'ai gagné une fille. Ou je n'ai pas perdu un fils, enfin voilà, j'ai gagné une fille ou vice-versa. Donc, à l'idée qu'ils ont adopté le conjoint un peu comme un enfant, comme quelqu'un qui est important, qui fait partie de la vie, qui est important pour eux. Et quelquefois, euh, en prenant parti pour cette personne, pour le conjoint de l'enfant, plus que pour l'enfant. Et dans certaines situations, bien sûr que ça c'est réciproque, hein. Je trouve que dans ces situations-là, la belle-fille ou le beau-fils le rend bien, cet amour, cette confiance, cet attachement, cet engagement. Et dans les situations où il y a séparation, euh, quelquefois les beaux-parents sont tellement tristes, tellement malheureux, et pour peu que leur enfant soit à l'origine de la séparation, ils peuvent se fâcher, se sentir blessés, penser que leur enfant fait un mauvais choix et qu'il fait une erreur. Et dans ce sens-là, l'accueil de l'autre, du nouveau ou de la nouvelle conjointe de l'enfant est un accueil difficile. Et ça se marque, ça se dit, ça se sait dans combien de situations j'entends, voilà, ma belle-mère n'arrête pas de parler de l'ex. Cite l'ex, dit le nom de l'ex, le prénom de l'ex, raconte, oui, mais j'ai vu Machine, elle était là, elle a fait ci, elle a fait ça. Ou bien euh, les beaux-parents vont un déjeuner euh, chez l'ex ou vont dormir chez l'ex et vont dîner chez le fils avec la nouvelle, mais vont dormir chez l'ex. Par exemple, je pense à des situations comme ça où les beaux-parents, ils peuvent accueillir l'ex à Noël, mais pas la fille avec son nouveau compagnon, par exemple. Et donc, ces situations-là, euh, il légitime un peu le couple, hein. Il légitime un peu le nouveau couple et rend les choses un peu difficiles dans le nouveau couple. Ça vient influencer la relation parce que le nouveau conjoint, il va dire à son conjoint, mais qu'est-ce que tu fais là avec tes parents? Tu les laisses faire? Tu es d'accord avec eux? Tu t'opposes ou tu t'opposes pas? Tu luttes pour que nous, on ait une place? Enfin, voilà, on va demander à son conjoint de se positionner face à ses parents. Et puis ça, c'est pas toujours facile. Tous les conjoints ne peuvent pas toujours se positionner face à leurs parents. Et si on ajoute à ça la culpabilité de l'enfant d'avoir fait du mal à son parent en quittant la personne que les parents aimaient beaucoup, vous voyez, ça complexifie les choses. Donc, il faut tenir compte de toute cette complexité-là. Et c'est vrai que quelquefois, le lien de proximité entre beaux-parents, gendre et belle-fille peut être vraiment très fort. Même que l'enfant peut se sentir exclu quelquefois, hein. Hum. On entend, c'est l'enfant que je n'ai pas eu, c'est la fille que je n'ai pas eu, c'est le fils que je n'ai pas eu. Il nous reste 100 minutes. Alors, n'hésitez pas si vous avez une dernière question. Et puis, Sophie, tu as peut-être repéré des questions à poser. Je te laisse remettre ton micro pour nous dire. Oui, on a encore beaucoup de questions, mais qui étaient sur les relations avec les beaux-enfants dans les familles recomposées. On a une question qui est la suivante. Comment dire à mon compagnon, en tant que belle-mère, qu'il doit mettre un peu de distance physique avec sa fille de 14 ans sans passer pour la belle-mère jalouse? Je trouve que c'est une vraie question très importante.
Et je pense que c'est une vraie chose qu'il faut dire parce que autant je trouve qu'il y a sur le plan éducatif et sur le plan de la sécurité, bah, il y a des grandes règles et les petites règles. C'est Guy Oslos qui disait ça. Les grandes règles, c'est des règles qui ne bougent pas. C'est des règles liées à la sécurité. Et la sécurité, l'intégrité physique de l'enfant est importante. C'est-à-dire la grande proximité physique avec un grand-père et une jeune fille de 14 ans. Faut qu'on fasse attention à qu'est-ce que ça veut dire pour cette jeune fille. On peut pas avoir accès au corps de son enfant de la même manière quand elle a 9 ans, quand elle a 8 ans, quand elle a 5 ans, quand elle en a 14. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit évoluer et on doit observer cette évolution. Chaque parent que nous sommes, nous devons être attentifs à ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident de le dire quand on est belle-mère et que l'autre peut avoir le sentiment qu'on est jalouse. Je pense qu'il faut le dire pour autant. Et il faut le dire avec délicatesse. Et puis, faut aussi avancer le fait que bah, si je ne te dis pas ce qui pour moi est important pour toi et pour ta fille, alors je ne joue pas trop mon rôle de compagne, je ne joue pas mon rôle pas, de belle-mère, du coup, de parent, euh, de coparent. Hein. Le beau-parent, il joue un rôle de coparent. Alors, c'est pas parent comme le père et la mère, on est d'accord, mais il y a un rôle de coparentalité. Donc, dans ce rôle de coparentalité, on est là quand même pour éclairer l'autre sur des choses qu'on observe. Et puis, on peut dire, je suis une femme, quand j'étais jeune femme à 14 ans, je pouvais être mal à l'aise s'il y avait trop grande proximité physique avec mon père ou avec mon grand-père, avec les hommes de ma famille en qui j'ai confiance, mais pour autant, j'étais mal à l'aise parce que mon corps était en changement. Donc, je pense qu'il faut le dire avec délicatesse et sans insistance, mais je pense qu'il faut l'informer. Parce que quelquefois, c'est pas pensable pour le parent. Parce que quelquefois, le parent est dans une logique où c'est mon enfant et puis c'est mon enfant, quoi. Je le touche, je le caresse, je le prends dans les bras, et je n'ai pas d'ambiguïté. Donc, si je n'ai pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Mais cette belle-mère, elle dit qu'est-ce qui peut se passer pour l'enfant. Donc, c'est comment on se met à la place de l'enfant. Autant que le parent ne soit pas en doute sur sa position, ça, c'est super. Mais qu'est-ce que ça peut engendrer pour sa fille? Donc, oui, je pense que être beau-parent dans une famille recomposée ne veut pas dire je ne dis rien, je ne me mêle pas, je ne, ça ne me concerne pas. C'est pas du tout ça. Mais c'est, je ne veux pas le dire avec insistance ou agressivité. Je, Ma parole n'est pas une parole qui doit être à tout prix obéie ou écoutée et suivie de fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi le temps de réaction, le temps de maturation. Votre parole, elle amène quelque chose de nouveau et ça, c'est important. On a encore une question, donc toujours sur les familles recomposées. Une question qui dit, il est difficile d'imaginer d'avoir des règles distinctes pour chaque partie de la fratrie, donc pour les enfants du beau-père, les enfants de la belle-mère. Et la question est, devons-nous ne pas éduquer les beaux enfants de l'un et de l'autre? Quelles sont tes préconisations? Alors moi, je pense que... Ah, est-ce qu'il y a ceux qui mangent des haricots verts et ceux qui mangent des frites? Ou comment ça se passe? Bon, Mais moi, je là, ça, c'est crois... moi qui le dis, hein, Ouais, c'était... oui, je sais, je sais. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ce que je dirais là ne peut pas être valable pour tout le monde. Enfin, c'est au cas par cas. Tout ce que j'ai dit ne peut pas être appliqué à la lettre comme ça. C'est des choses à réfléchir et l'analyse au cas par cas. Mais quelquefois, dans une même famille avec les mêmes parents qui ont les mêmes enfants, non, 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 on n'a pas forcément exactement les mêmes règles pour tout le monde. Et Parce qu'il y a un qui est plus grand, l'autre qui est plus petit, il y a des choses qu'on autorise à l'un et l'autre chose qu'on autorise à l'autre. Enfin, donc moi, je pense que c'est pas l'auberge espagnole, c'est pas l'idée on fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, mais on peut dire que oui, j'ai des familles que j'accompagne, des couples que j'accompagne qui peuvent dire, écoute, je sais pas, j'invente, pour Richard,
c'est pas très important pour lui. Si ses enfants ne mangent pas d'haricots verts, pour moi, c'est important que vous mangez d'haricots verts. Vous êtes mes enfants et donc vous allez, manque de bol pour vous, vous allez manger d'haricots verts parce que c'est moi votre mère et puis que pour moi, c'est important pour toi. Et donc, toi, je sais pas, les enfants de Richard, si je pense que ça serait bien que vous mangiez des haricots verts, mais je ne veux pas vous obliger parce que vous avez votre père, vous avez votre mère, et c'est eux qui doivent se positionner par rapport à ça. Je pense que c'est tout à fait entendable et qu'on serait surpris de voir que finalement les enfants mangent des haricots verts. Une jolie anecdote, pas petite, pardon, une très jolie anecdote d'une belle-mère qui partage la vie d'une adolescente qui a aujourd'hui 17 ans. Et donc, elle partage sa vie une semaine sur deux depuis qu'elle a 12 ans. Et elle a compris qu'elle avait été totalement adoptée par sa belle-fille quand elle l'a intégrée au groupe WhatsApp qui s'appelle Notre Maison. Ah, c'est trop mignon. Oh, Ouais. c'est trop joli. Et j'ai dit aussi une anecdote que j'ai entendue ce week-end de quelqu'un qui me racontait que elle a, elle est, elle est en couple avec son compagnon depuis plus de 15 ans. Donc, quand elle a rencontré son fils avait 16 ans. Et son beau-fils a eu des problèmes à l'école. Il y a eu des difficultés à l'école, c'était très compliqué. Et elle s'est dit, est-ce que j'interviens? Tout en disant, pour moi, l'école est très importante. Ça a été très important dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a forgé, m'a permis de grandir. Et je viens d'une famille où l'école est très importante. Et elle dit, toute la nuit, pendant plusieurs nuits, je me suis positionnée, est-ce que je dis, est-ce que j'interviens, est-ce que j'y vais, est-ce que je donne des cours à cet enfant, est-ce que je laisse faire ses parents, qu'est-ce que je fais? Et elle dit, j'ai pris la décision de laisser faire les parents et d'être dans une position plutôt, une présence attentive, mais de ne pas dire, va travailler, fais ci, fais ça, de ne pas me mêler à ce niveau-là, tout en étant présente pour lui. Cet enfant a aujourd'hui 31 ans et elle s'adresse à lui, elle dit, tu vois, tu te rappelles quand on s'est connus, il a eu ça. Et moi, j'ai beaucoup hésité si j'intervenais ou pas, si je te faisais travailler, si j'ai allé parler avec toi, et j'ai décidé de ne pas le faire. Mais c'est resté dans ma tête. Est-ce que tu penses que j'aurais dû faire autrement? Et son beau-fils, avec qui elle a une très bonne relation, lui dit, t'as bien fait de ne pas te mêler de cette histoire parce que j'aurais été très fâchée contre toi et ça aurait été très difficile pour moi de revenir vers toi. Donc cette délicatesse, cette prudence ne veut pas dire je n'ai rien à faire. Et l'enfant, il sait ça, il sent ça. C'est une autre position, je n'ai rien à faire. La position de je me mets en retrait pour préserver ma relation, ça c'est une position très sensible, très délicate qui demande à l'adulte des efforts très importants et l'enfant, il le considère. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evie. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été aussi nombreux ce soir à nous suivre. Je vais vous rappeler les références du livre d'Ivy, qui sort demain en librairie, et je vais vous l'afficher et que vous pourrez retrouver chez votre libraire et aussi sur notre site esf-scienceshumaines.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à le commander, à le recommander autour de vous. Si vous voulez aller plus loin, savoir plus sur le sujet, il y a plein de choses intéressantes, de cas cliniques et d'histoires vraiment très éclairantes. Donc merci beaucoup Ivy d'avoir été encore présente ce soir. Voilà, je vais clôturer. N'hésitez pas aussi, une dernière petite précision, si vous voulez revoir le replay, donc il y aura bien un replay disponible, il sera sur notre chaîne YouTube d'ici la semaine prochaine. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir le lien plus tard. Très bonne soirée. Bonne soirée Ivy, bonne soirée Sophie, et bravo à vous Merci qui êtes toutes beaucoup. les deux un peu malades d'avoir suivi et tenu bon pendant cette heure. Merci beaucoup. Merci Merci Amélie, à merci tous. Sophie, merci à tout le monde, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.